Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Aujourd'hui, dans Écho de l'actu, on va parler de danse, mais aussi de mémoire, de transmission et de ce feu intérieur qui traverse les corps depuis plus de 40 ans. Mon invité est un pionnier du hip-hop en France. Il a vu ce mouvement naître dans la rue. Il l'a porté sur les grandes scènes. Il n'a jamais cessé d'en défendre l'énergie, la poésie et l'esprit collectif et positif. À l'occasion du mois créole, il présente Culture du Zèbre #2, une pièce qui relie génération, rythme et l'histoire de vie. Je suis très heureuse de recevoir Fred Bindong. Bonjour Fred. Bonjour Mika. Comment allons-nous Fred ? Eh bien, ça va. Hâte d'être sur Paris là dès ce jeudi pour la présentation de la Culture du Zèbre là le 24. Conversons par téléphone parce que tu arrives sur la région parisienne, donc jeudi comme tu as dit, pour répéter parce que vendredi tu as un spectacle. Oui, c'est ça. En fait, je me trouve en région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément à Tarare. Alors, Tarare, c'est une petite commune qui se trouve à 40 km de Lyon. Il faut savoir qu'à l'origine, je suis lyonnais, je suis lyonnais et que j'ai d'abord grandi effectivement en banlieue lyonnaise, donc à Vénissieux. Et bon, ça fait 20 ans maintenant que je suis sur le territoire ici un peu, à Tarare en fait. Oui, tout à fait. Ça fait 20 ans maintenant. Oui, le temps passe. C'est fou, hein. Et là, donc, toi, comment la danse, parce que là, on va parler de danse, hein. Comment la danse est entrée dans ta vie? Alors moi, je suis le fils d'un père camerounais, d'une mère française, et c'est vrai qu'à l'époque déjà, mon père fait partie de cette première génération d'étudiants camerounais en France, où à l'époque le but c'était d'étudier, mais ensuite pour repartir au Cameroun pour contribuer au développement du Cameroun indépendant surtout, parce que nous sommes en 62 quand mon père arrive en France. Oui. 61, 61, juste après les indépendances. D'accord. Et je trouve qu'il est resté en France et ça n'a pas empêché de garder une relation avec le Cameroun. Et notamment, cette relation, elle se faisait aussi à travers l'organisation des bals camerounais à Lyon, et qui permettait justement de recréer un petit peu ce Cameroun en fait. Et nous, les enfants, c'est comme ça qu'on découvrait un peu. Qu'on nous transmettait aussi cette culture-là par la danse, justement, parce que comme tu le sais, la danse en Afrique fait vraiment partie c'est culturel, oui, c'est vraiment un outil de transmission orale, de la culture et des valeurs. Et là, j'avoue que j'ai été énormément bercé par ces ambiances-là, en fait, autour de la danse, de la musique. Et quand mes parents dansaient, j'avoue que je me rendais un peu plus compte de leurs différences, mais je la trouvais belle, en fait. Ah oui. Je la trouvais très, très belle. Parce qu'ils dansaient ensemble, en fait. Oui, parce qu'après, au bal, ma mère, elle est au bal. D'ailleurs, c'était un peu la seule... Elle se retrouvait un peu la seule blanche. Elle se retrouvait en situation de minorité. C'était marrant comme les situations peuvent changer. Mais bon, elle n'avait aucun problème dans ce milieu-là. Je veux dire, à l'époque, même les tantes, les tontons, on regardait même pas sa couleur. Et moi, je dis oui, c'est vrai que j'étais assez fasciné de les voir danser ensemble, parce que je trouvais... Et oui, je crois que c'est là où je me rendais beaucoup plus compte aussi de leurs différences. C'est étonnant, Quand on est un gamin, on fait pas la différence. Son père noir, blanc. Et c'est au moment de la danse, au moment des danses. Ouais. D'accord. Ouais. Et j'ai trouvé magnifique. Je trouve ça, ces différences magnifiées. Et je crois que c'est là que ça m'a plu d'avoir envie de danser, c'est-à-dire de retrouver cette beauté-là, en fait. Ouais, cette beauté. Et puis le hip-hop est arrivé. Au début des années 80, parce que moi je te parle là, dans les balles, c'est les années 70. Et les années 80, arrive le hip-hop. Mais avant, on a connu le disco, on a connu la funk. Mais le hip-hop a un petit peu, a capitalisé un petit peu tout, a capitalisé toute cette culture musicale parce et que noire. c'était dans la rue.
Et puis après, parce que oui, le hip-hop aussi, on passe, bah oui, là, on est au début des années 80, on est dans la, on découvre le hip-hop. Effectivement, c'est l'apprentissage du hip-hop se fait dans la rue, se fait pas dans les MJC d'ailleurs. Voilà, à l'époque, les c'est MJC, dans la rue, c'est ouvert à tout le ouvert. monde. C'est ouvert. oui. C'est accessible à tous. Ouais, oui, c'est ouvert à tout le monde, accessible à tous. Alors d'abord, il s'agit d'un groupe social bien particulier, enfin bien spécial. Hein, c'est le nôtre. Hein, c'est celui des enfants issus des anciennes colonies françaises, hein, de l'immigration, voilà, de l'immigration, qu'elle soit subsaharienne ou d'Afrique du Nord. Après, il y a aussi quand même ceux des pays, comme on dit, des pays d'outre-mer, ceux qui sont arrivés par aussi le Bumidum. On se retrouve là, tous à vivre dans les mêmes conditions sociales, y compris quand même ceux ici de l'immigration européenne. Il faut parler aussi méditerranéenne, il faut parler des Espagnols, des Portugais, en fait, j'ai envie de dire aussi, excuse-moi, j'ai envie de dire tout le monde. Parce que... En fait, c'est tout le monde, comme dirait Barbissan. Ouais, c'est un peu le tout le monde qui a été confiné dans ces grands ensembles. On peut parler de confinement, même si le terme confinement est arrivé pendant le Covid. Mais nous, on a connu déjà un petit peu cette notion du confinement, c'est-à-dire vraiment parqué dans ces grands ensembles-là, et où on vivait, cité dortoir, où on vivait comme des Français à part, non pas à part entière, mais de seconde zone. Parce que, comme on dit dans le rap, coupable d'être d'origine, d'être là. Et ça, le hip-hop nous a fait beaucoup prendre conscience de ça aussi, de cette réalité politique et sociale. Oui, et en même temps, il a rassemblé, parce que... oui, parce que en fait, il a ouvert... le fait que ce soit dans la rue, il a fait une ouverture des yeux des autres. Il a ouvert le regard des autres. Ce qui fait que les mômes, on s'est tous mélangés, quoi. Oui, carrément, le hip-hop avait... Voilà, parce que finalement, même celui qui avait une descendance plutôt auvergnate ou Bourgogne ou quoi, venait dans le hip-hop. Oui, je crois que c'est ça, le hip-hop, en tout cas, fédérait, comme tu le dis à juste titre, il fédérait toutes les différences, et quelles que soient leurs zébrures, la couleur de leurs zébrures, d'ailleurs. Et oui, il avait ce pouvoir-là, on peut parler de pouvoir et de capacité à fédérer, en fait, tous ceux aussi, l'air de rien, se sentant aussi exclus aussi de la société, marginalisés, quelle que soit leur couleur de peau. En fait, même ceux qui venaient, comme tu dis, même ceux qui n'étaient pas issus des anciennes colonies françaises, mais des territoires ruraux aussi, des classes ouvrières et donc blanches, eh bien, se sentaient complètement attirés par cette énergie-là du hip-hop, parce que il donnait aussi certainement aussi par la danse, par le corps, des outils d'émancipation. Ça, c'est important. C'est ça. On a pris conscience au fur et à mesure, on va dire pas par pas. Mais toi, tu fais justement partie de cette génération du défi. Est-ce que tu te souviens de tes premières battles? Alors oui, je fais partie de cette première génération, des premières heures de la danse hip-hop en France, donc là particulièrement en région lyonnaise, au Minguette, où effectivement, le battle, en fait, ça s'appelait pas encore le battle. Il y a des termes qui sont encore, qui n'existaient pas, en fait, qui n'avaient pas encore traversé l'Atlantique, pardon. Donc on appelait ça le défi, en fait. On appelait ça le défi. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce mot défi, parce que déjà, ça nous parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il prend des fils par la danse, par la vie, en tout cas aussi tout un système, aussi un système qui crée des phénomènes d'exclusion, d'enfermement et assez violent de toute une jeunesse, et il le prend en défi par le corps, par la danse. C'est une façon de se réapproprier aussi son corps, de se libérer des carcans qui nous enserrent. C'est tout ça. On parlait d'émancipation. Voilà, c'est son processus. Et les défis, oui, on en faisait dans la rue. Alors, c'est marrant parce qu'on allait souvent, on allait au centre-ville de Lyon. Parce que le centre-ville de Lyon, c'est comme aller à Babylone. Et nous nous retrouvons comme pour défier un petit peu le grand Lyon, en fait. Et nous retrouvons tous les gosses des quartiers périphériques, mais pas seulement, des quartiers aussi populaires de Lyon. Il y en avait quelques-uns, notamment des pentes de la Croix-Rouge, avant qu'ils se gentrifient. Et là, nous avions désigné ensemble d'un lieu de ralliement qui était donc à Lyon, au centre-ville de Lyon, et plus précisément sur le parvis de l'Opéra de Lyon. Alors c'est intéressant parce que chaque ville a son lieu de mémoire quant à ses réunions autour de la danse hip-hop. Paris en a avec le Châtelet et d'autres.
Et Lyon, c'était le parvis de l'Opéra de Lyon. Alors c'est intéressant là, parce que la symbolique, c'est que nous, on était au milieu, on se trouve au milieu, enfin, on se retrouvait en face d'un lieu, effectivement, qui symbolisait la culture d'élite et bourgeoise, qui est l'opéra. Oui. Et puis de l'autre côté, il y avait ce qui symbolisait, le pouvoir, qui était l'hôtel de ville. Et nous, on était au milieu. Donc c'est une façon un peu de faire un peu un pied de nez, et à la fois au pouvoir et à la culture dominante. On était, oui, contre-culture dans le fond. Alors on le verbalisait pas comme je verbalise aujourd'hui, mais l'air de rien, on le vivait comme ça. Et on en était fiers d'être là. Là, effectivement, on était visible aux yeux de tous. Alors qu'on avait plutôt tendance à nous invisibiliser en nous éloignant comme ça des centres urbains dans ces grandes banlieues qu'on a fabriquées pour créer, parce que c'était pratique pour la main-d'œuvre qui allait contribuer aux grandes industries Berlier, les industries donc d'ailleurs de Berlier, Renault, etc. C'était ça. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà conscience que c'était un moyen, que c'était déjà de l'expression, que c'était déjà une forme d'art? Ou est-ce que c'était juste comme ça? Alors d'abord, on est dans la culture. Oui. Comme en Afrique, l'art, à l'époque, dans la tradition africaine, l'art... alors, c'est pas pour faire un raccourci, mais quand même, pour moi, qui est aussi un peu... qui est grandi qui a été... éduqué par un Africain pour qui l'art, la danse, c'est pas vraiment un art, ça fait partie de la culture. D'ailleurs, mon père, quand j'ai lui dit qu'il voulait devenir danseur, il a pas compris. Il a pas compris. Mais encore cette génération-là, il héritait un petit peu aussi de ce sens aussi de cette perception aussi de la danse qui n'est pas considérée vraiment comme un art, mais comme faisant partie de la culture. Et puis en plus, faire la danse pour lui, ça voulait dire ça correspondait aussi à un rang social. Ça correspondait aussi à un rang social et puis économique, une classe économique, et on cochait pas du tout la case. Donc pour mon père en plus, pour lui évidemment, comme beaucoup de pères, il nous voyait plutôt dans des métiers intellectuels. Mais n'empêche que après j'ai pu me professionnaliser. Ça n'a pas empêché finalement de faire d'être aussi de faire marcher aussi tout l'aspect intellectuel aussi de la danse. Mais oui, après je me suis rendu compte moi je savais, j'étais conscient que la danse était un art. Pour mon père, c'est là où on s'entendait pas avec mon père, mais c'est normal, c'est une question de génération. Mais je n'étais pas si conscient que je pouvais devenir un professionnel de la danse. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, ces raisons qui correspondent au contexte social, ce que je viens d'évoquer. Donc c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour les bourgeois, la danse, effectivement, ceux qui ont l'argent, du pognon, etc. Et puis qui sont blancs. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de représentation de danseurs noirs aussi, ou métis. Les danseurs, ils sont essentiellement classiques et ils sont blancs. Voilà. Et justement, comment toi tu t'es dit, ça y est, c'est ce que je veux faire de ma vie? Parce qu'on peut dire que c'est de ta vie, parce que c'est ta carrément, vie. Carrément. Ça, c'est grâce à la rencontre aussi de celui qui m'a fait vraiment la courte échelle, qui m'a permis de me professionnaliser. Voilà, Marcel Notard Giacomo, qui était un fils d'immigrés italiens et un acteur éducatif et culturel qui était rattaché à la ville de Vénissieux. Il était très proche de la jeunesse et qui avait aussi participé à la marche, à l'organisation de la marche contre le racisme pour l'égalité des droits, qui a été impulsée dans le même quartier dont j'ai grandi, à Vénissieux, donc sur la ZUB des Minguettes. D'accord. Et qu'il avait, lui aussi un peu participé à cette organisation-là, jusqu'à aller à Paris, et qui avait créé effectivement une association culturelle, on va dire, qui s'appelait Traction Avant, en 1983, au même moment de l'organisation de la marche. Parce que pour lui, c'était une façon de se dire que la culture doit aussi être le moyen pour la jeunesse de pouvoir exprimer effectivement sa révolte, sa colère, de transfigurer par la création artistique toute cette colère-là, cette révolte, mais aussi des désirs aussi de progrès social notamment. Et lui, il était passionné donc
aussi de culture, d'art, notamment de théâtre. Donc voilà, il a fait le lien. Il s'est dit, voilà, quand il a rencontré il a vu les petits frères et petites sœurs des marcheurs et marcheuses danser le hip-hop. Nous sommes à la même époque, hein, le hip-hop arrive entre 82 et 83. Ouais. Il s'est dit, là, il a très vite saisi ce qui se passait. Il s'est dit, c'est la même jeunesse, c'est la même révolte, c'est la même colère, c'est la même colère, la même révolte. Puis, oui, c'est la même colère sourde, mais qui est chargée d'espérance, autant que celle des marcheurs et des marcheuses. Il faut absolument, et ben voilà, là, il y a une expression, un langage culturel qui leur est propre, qui, eh bien, il faut le mettre en lumière, il faut le raccrocher à cet élan de la société civile, et on va occuper un lieu qui est symbolique, c'est le théâtre, c'est-à-dire se réapproprier un lieu qui est le théâtre, qui a lieu en fait, que en principe a priori normalement nous avons accès, mais que la bourgeoisie s'est réappropriée et qui fait que dans l'histoire, eh bien, on s'est senti exclu, on nous a fait comprendre que ça ne nous appartenait pas, alors que là, non, pour Marcel, il fallait se réapproprier ce lieu-là. D'accord. Et transmettre aussi notre message, c'est-à-dire d'être un peu la démarche artistique de la marche pacifique de 83 contre le racisme pour l'égalité des droits. Mmh. Et c'est à ce moment-là que vous montez la pièce Cascadance, ou c'est plus tard? Exactement, tu fais très bien le lien, Mika, tout à fait. C'est-à-dire que Marcel Nottard va imaginer avec un chorégraphe contemporain, parce qu'à l'époque, il n'existait pas encore de chorégraphe du spectacle vivant hip-hop, nous sommes au bâtiment. Plus tard, va se révéler des chorégraphes comme moi et puis bien d'autres. Mais un chorégraphe donc contemporain pour mettre en scène cette jeunesse-là, mais aussi au rendez-vous d'une rencontre avec justement cette danse élitiste qu'on appelle la danse contemporaine, pour se dire, voilà, rencontrer que la danse rencontre la danse, la culture rencontre la culture, une façon de dire qui va danser sur le même pas d'égalité, une façon de dire qu'il n'y a pas de culture des jeunes et des méprisés qui ont les mains sales, et puis celle des nobles, voilà. Donc ça répondait aussi on va dire, aux attentions politiques et culturelles d'un Jack Lang, parce que là, d'un Jack Lang qui veut aussi redonner une lettre de noblesse et donner des moyens aussi à ce qui est l'aide de noblesse, la culture populaire, et des initiations artistiques qui émergent aussi dans les quartiers populaires. Et dans toute l'Hexagone, parce que souvent, les gens, ils font un raccourci en disant c'est Paris. Je dis non, à l'époque c'était toute l'Hexagone. Alors bravo Mika, là tu mets le doigt où il faut, c'est-à-dire oui, ce n'est pas Paris, de toute façon Paris n'est pas la France. Alors ça c'est un atavisme un peu culturel depuis que la capitale de la France, mais parce que j'ai des copains parisiens, ils sont pareils, ils me disent mais frère t'as raison, écoute nous on a des Brest de hier, mais c'est pas faux de le dire, a raison. Oui, c'est toute l'Hexagone, c'est pas que Paris, c'est toute l'Hexagone. Et puis attention, c'est que Lyon et Vénissieux notamment est quand même très observé parce que avec Paris-Saint-Denis aussi, Vénissieux fait beaucoup parler d'elle. Mais comme Vanvelin, toutes ces grandes banlieues un peu françaises, comme Vanvelin, voilà. Donc voilà, on observe ces banlieues-là et ce qui naît aussi, ce qui se produit culturellement dans ces lieux qu'on appelle les banlieues et qui n'est pas non plus lié à la délinquance. En tout cas, parce que quand on parlait de ces banlieues, on le parlait sous le prisme de la délinquance. Exactement. Et de la violence. Et de la violence. Et excuse-moi, je fais une aparté, mais avant le hip-hop, il y a eu, dans les années 77, 76, 77, l'arrivée des skateurs. Et c'était déjà aussi ça, dans la tête des gens. Un skateur, un skateur, une skateuse, c'était la délinquance. Oui, toujours réduit à la délinquance, à une population, stigmatisée, bien sûr. Bien sûr, c'est la même lecture. J'ai envie de dire aussi quand même de rappeler, parce que là, il faut rappeler que cette histoire du passage de la rue à la scène chorégraphique du hip-hop, de la danse hip-hop, alors, n'est pas exclusivement lyonnaise,
il y a eu un rendez-vous fort, effectivement, et le premier rendez-vous, c'est à Lyon, en région lyonnaise, c'est bien en banlieue lyonnaise, c'est-à-dire à Vénissieux, au Minguette, avec la compagnie Traction Avant, qui nous a permis, effectivement, de nous raccrocher à un rêve d'être professionnel, danseur professionnel, et de se révéler des artistes chorégraphes à part entière. Mais il y a aussi, en parallèle, un rendez-vous qui a eu en région parisienne, c'est à Trappes, avec la compagnie Black Blanc Beurre de Jean Djemad et de la chorégraphe Christine Coudin. Ça, c'est important de le dire. C'est important. Parce que pareil, Jean Djemad, bon, je crois que Jean Djemad est quelqu'un qui est préoccupé par la question, par la question d'égalité et du racisme, et des problèmes du racisme. Exactement. Donc, lui aussi, il va, comme Marcel Notar Giacomo, avoir cette intuition forte de fédérer, réunir ces danseurs et danseuses pour pouvoir délivrer un message fort à la France. D'ailleurs, après, c'est beaucoup utilisé, Black Blanc Beurre. Mais ensuite, c'est énormément récupéré par les médias, il y a eu un magazine qui s'est appelé comme ça, Black Blanc Beurre, dans les années 90. Et oui, tu voyais après, en 98, quand on a gagné la Coupe du Monde de football, on en parlait d'une France Black Blanc Beurre. Bon, après, c'est pas très cool pour ceux qui sont ni blancs ni beurre, les Asiatiques et tout. Non, mais enfin, oui, pour dire que c'était un moment réutilisé. À ce moment-là, quand il y a eu cette pièce Cascadance, est-ce que tu as conscience déjà que tu es en train de participer à quelque chose d'historique? Mais pas vraiment. Pas vraiment. Je suis un adolescent, je sors de mon adolescence, j'ai 17-18 ans. Là, je fais confiance à ces hommes-là, Marcel Notar Giacomo et au chorégraphe Pierre Deloche. Et je me dis, je me raccroche à un rêve. Et je suis, comme on dit dans le hip-hop, dans le do it, dans le faire. Je suis dans le faire. Et je crois que c'est création après création que je vais vraiment plus prendre conscience. Non seulement de cette possibilité de devenir un danseur, mais là, il va falloir que je travaille, que je m'accroche. Je travaille beaucoup. On travaille vraiment beaucoup. Le talent n'a pas suffi. Je vais aller beaucoup travailler, avec beaucoup de conviction, et prendre conscience aussi de l'enjeu tout le temps politique de notre action artistique. D'accord. Oui. Bien entendu. Ah oui, complètement, tout le temps. Et justement, toi, tu as cette phrase-là qui revient souvent, passer de la rue à la scène. C'est une phrase qu'on retrouve souvent dans ton parcours. Et comment tu as vécu cette transition? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment tu as vécu cette transition? Est-ce que la scène t'a obligé à repenser ton geste de danseur? Carrément. D'accord. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est-à-dire, alors, c'est comment dire, c'était pas gagné en fait, c'était pas gagné parce que alors on a forcé les portes des théâtres, faut le dire, faut le rappeler ça, on a forcé les portes des théâtres, c'est pas les théâtres qui ont ouvert leurs portes comme ça en disant bon allez, on vous accueille, on a compris, vous êtes aussi une force de création. Non, au départ ils croyaient toujours pas en nous, voire ils nous méprisaient. C'est un peu par la force des choses qu'ils ont complètement ouvert la porte. Donc nous, parce qu'on a poussé ces portes-là. Mais oui, il y a eu de leur côté des résistances, c'est-à-dire à toujours vouloir à ce que j'intègre des codes, leurs codes un petit peu, en tout cas que j'écrive ma création à travers leur regard en fait, leur propre prisme. Et ça complètement. Et ça a été aussi là une bataille. Oui, ça a été une bataille parce que j'ai refusé. J'ai refusé. Tu as refusé. À moi de mon côté, j'ai toujours refusé. J'ai tout le temps fait comme je voulais. J'ai résisté en fait. J'ai résisté. Donc, alors c'est sûr que tu n'as pas repensé ton geste de la rue à un autre geste pour la scène. Si, ils l'ont pensé, mais c'est par moi-même, c'est à travers mon propre prisme. Pas avec les codes. Pas le leur, parce que le leur ne correspondait pas au mien et à la culture dans laquelle je puisais, en tout cas, cette matière à créer et à penser la création. C'est important. Et en plus, parce qu'ils ne considèrent pas comme des... Et en plus, tu avais quand même besoin de garder la même énergie brute de la rue. Et oui, une énergie d'engagement, en fait. Oui, c'est ça. Une énergie d'engagement. D'engagement, mais c'est celle aussi d'un propos. D'un propos sur la scène. C'est-à-dire, on passait pas de la rue à la scène uniquement pour montrer ce dont nous étions capables de faire dans la rue en termes même d'exhibition.
On n'était pas là d'exhibition, de démonstration, de performance. Non. Oui, dans la rue, il y avait une façon d'exprimer sa puissance. Bien par sûr. l'exhibition, on peut le dire. Sa puissance. Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui nous restait? Le corps et la danse. Oui. Notre façon d'exister, on le montre à travers cette puissance-là. Et donc oui, allez, puis on est jeune, Ouais. on est dans, ça fait partie des préceptes aussi quelque part philosophiques de la culture hip-hop, du dépassement de soi, pour gagner encore plus de confiance, Oui. d'assurance, d'estime de soi. Il y a il y a toute une philosophie, une pensée même là-dessus. Et là, sur scène, il y a un autre enjeu. Sur scène. Oui. Il y a un autre enjeu, une fois qu'on a passé celui-ci, qu'on est sûr de soi, qu'on a retrouvé cette estime de soi, eh bien on va passer à un autre enjeu, c'est celui de défendre des propos. Des propos dans lesquels on va s'engager. On va s'engager. Et certainement prendre des risques aussi, effectivement. Tant artistiquement tant à travers le propos que à travers l'esthétique, la forme. Et d'une forme qui va pas forcément correspondre à ce qu'ils attendent aussi de nous, c'est-à-dire d'une forme officielle du hip-hop. Non, c'est de autre chose. Parce qu'à chaque fois, le hip-hop nous pousse à se réinventer. À s'inventer. À ne pas essayer de toujours être la pâle copie de l'autre, etc. Mais non, on parle d'émancipation quand même. Hein. On parle d'émancipation, c'est dans nos imaginaires aussi. Hein. Mais ton émancipation, ta volonté, ton travail t'amène jusqu'à à grandir. Et en 1996, tu reçois le BC Award. Aux États-Unis, à New York. En tant que aux États-Unis, à New York, c'est pas, quand tu nous parles de toute ta genèse, on se dit mais quel boulot, parce que tu deviens premier chorégraphe hip-hop français à recevoir le BC Award en 1996. Je sais pas s'il y en a eu d'autres beaucoup après. Alors après moi, c'est Paul Jocage. C'est ça. Et juste après moi, en 98, et après c'est Maggie Marr. Alors on ne peut être que fier, effectivement. Parce que eux, ils sont dans ces rails. Effectivement. Oui, moi, j'allais te demander qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui. Une fierté, effectivement, mais pas pour moi seulement, mais pour la jeunesse à laquelle j'appartenais, la génération à laquelle j'appartiens aussi, et des combats qu'elle a menés sur le terrain culturel. Exactement. Des combats d'égalité pour plus de droits. Voilà, ça oui, j'en suis fier pour ça. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es senti reconnu en tant qu'artiste ou je reprends ma question. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es reconnu en tant qu'artiste ou en tant que représentant d'un mouvement? Je me suis ressenti en tant qu'artiste déjà à part entière, qui issu d'un mouvement social, culturel qui est le hip-hop. Oui. Donc à l'époque, tu avais déjà ressenti ça. Ouais, qui l'a propulsé vers la scène chorégraphique avec tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. On est reconnu par ses pairs en même temps, c'est-à-dire par quand même le New York, les États-Unis qui est quand même le berceau de la culture hip-hop. Donc c'est quand même une sacrée reconnaissance pour moi à ce niveau-là. Et en plus, je présentais pas une création avec non seulement où la forme était purement connoté hip-hop, on va dire, d'accord, on va respecter les codes hip-hop. Au contraire, non, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enjeu c'est toujours un petit peu, on bouscule les codes, c'est le hip-op aussi, son message, bouscule les codes socio-culturels, et on continue dans la création. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Mais attends, excuse-moi. Là, est-ce que ça a changé ton rapport à la création justement? Et non, parce qu'au contraire, justement, ce que j'ai présenté à New York. Et la raison pour laquelle j'ai eu ce BC Award, c'est que j'ai présenté une création qui n'était peut-être dans la forme pas hip-hop, mais dans le fond très hip-hop. Pourquoi? Parce que le propos de ma création était sur les phénomènes des nègres marrons. Et le hip-hop hérite de ces phénomènes de résistance des nègres marrons. Ça fait partie de l'histoire du hip-hop, en tout cas de sa culture qu'il hérite, et dans lequel il se nourrit aussi. Et ça, c'est important. C'était une référence pour moi. Je crois que, c'est-à-dire c'était une façon pour moi de mettre en lumière un mouvement qui a aussi poussé les abolitions d'esclavage, donc un mouvement de résistance, et qui était très peu connu. À l'époque, nous sommes en 96. On n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, avec aussi le fait d'Internet, etc. Mais à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Moi, j'ai découvert ça à travers mes recherches, car j'aimais toujours faire des recherches
en lien aussi à cette histoire du hip-hop, mais qui dépasse le fait physique. Ouais. Oui, avec l'esprit, c'est ça. L'esprit, voilà. Le fond. La liberté. Le fond de l'esprit. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en tout cas, ces phénomènes des nègres marrons dans les Amériques et la Caraïbe. Et oui, et donc depuis 96, tu chemines, tu bosses. Quand je dis tu chemines, c'est parce que tu as une telle richesse qu'on malheureusement on va pas pouvoir parler de tout aujourd'hui, mais qui t'amène jusqu'à créer ton spectacle Culture du Zèbre. C'est ta création. Ouais. Alors Culture du Zèbre #2. C'est ça, #2. Tu vas nous expliquer tout à l'heure le #2. Alors, cette création, elle est née comment? Et qu'est-ce que tu désires raconter à travers elle? Ben, tu vois, tout ce qu'on vient un peu de se dire, là, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire, alors, #2, pourquoi déjà? Parce que c'est l'évolution d'un solo que je prenais en charge au départ, seul. Que j'avais donc chorégraphié, interprété, donc solo, et là c'est l'évolution de ce solo pour un trio, c'est-à-dire 2 danseurs et un musicien contrebassiste. D'accord. C'est pour ça #2. C'est un peu façon de dire, bon voilà, c'est la suite avec toi. Alors il y a donc le danseur hip-hop aussi qui s'appelle Romain Meunier. Et puis une vieille connaissance, le musicien, c'est une vieille connaissance qui a débuté avec moi quand j'ai créé ma première compagnie en 92, qui s'appelait Azani d'ailleurs, là où j'ai créé ce spectacle à la vue d'un seul œil et qui m'a valu cette reconnaissance outre-Atlantique, le BC Award, qui s'appelle Thierry Rocreux, qui faisait partie de l'équipe de l'époque. Et c'est quelqu'un que j'ai pas perdu de vue et puis que j'ai proposé de renouer un peu les liens dans ces créations. Donc ces créations, oui, la culture du zèbre, j'aurais pu l'appeler la culture hip-hop en fait. D'accord. Voilà. C'est pour un peu tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire avec ce lien, avec ces mobilisations politiques, notamment autour de la marche il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, autour de la marche. Au Last Poets. Bien sûr, parce qu'il y a aussi on est aussi dans cette tradition un peu, je dirais pas du slam, mais du spoken word, la façon des Last Poets. J'aime bien. Et que moi-même je prends en charge parce que j'ai écrit également. Donc on va être dans cette mise en lumière un peu des motivations un peu à la fois artistiques et politiques qui ont mené cet envol de la danse hip-hop vers la scène chorégraphique française. Et on est dans ce dialogue avec la mémoire. Tu parlais de mémoire au début, effectivement, ce dialogue avec la mémoire. On n'est pas dans c'est pas une nostalgie ou, tu vois, du passé, etc. Non, c'est une façon un petit peu de mettre en lumière des moments historiques importants. Et comme tu l'as dit aussi d'ailleurs, j'ai bien aimé quand tu l'as dit tout à l'heure, ces phénomènes-là du passage de la rue à la scène n'étaient pas exclusivement parisiens, c'était aussi c'est l'Hexagone. Voilà, et ça c'est important. Et puis j'ai envie de dire l'Hexagone et après, seulement après, ça a été l'exportation dans nos îles, dans notre Caraïbe, Caraïbe française. Mais oui, c'est un impact considérable. Considérable. Donc c'est une façon, d'interroger, en tout cas peut-être de renouer avec cette mémoire vive, et puis de mettre en lumière les enjeux en fait, tous ces enjeux qui étaient à la fois artistiques mais aussi sociaux et politiques. Et ça c'est important parce que 40 ans après, les enjeux c'est un peu les mêmes encore. Et comment t'es venue l'idée? Bon, je suppose tu nous as parlé que Romain Meunier, avec Romain Meunier et Thierry, comment tu as décidé que c'était avec eux que tu voulais reprendre ce solo, parce que Romain Meunier c'est une connaissance, c'est quelqu'un que je connais aussi pour avoir vu travailler avec une compagnie là à Rouen. Il fait de la scène déjà et puis c'est un enseignant aussi où il transmet le breaking, le breakdance. Et je lui dis écoute, allez, j'aimais bien lui. C'est une autre génération aussi. C'est une autre génération, il est beaucoup plus jeune que moi, donc on est aussi avec lui dans ce rapport de la transmission aussi, de l'histoire. Je suis dans mon rôle en fait, je suis aussi dans mon rôle où je transmets
par la danse, par le récit chorégraphique, Oui. cette histoire qui lui appartient aussi, c'est aussi son histoire. Et il apprend beaucoup de choses Oui, mais de ce fait. tu transmets pas que sur scène, parce que tu as publié Eproc, Histoire de danse, Histoire Ouais, d'une vie, et il y avait une importance pour toi d'avoir cette publication. ouais, parce que tu sais, c'est bien quand nous-mêmes nous écrivons notre histoire, hein, que ce soit pas Oui, toujours les autres qui oui, écrivent à notre place, oui, qui prennent toujours, qui prennent toujours notre parole, se l'approprient parfois, et puis même des fois la transforment. d'accord. Et puis cette mémoire Mhm, aussi. Alors, mhm, c'est un récit qui est singulier, mhm, c'est le mien. oui, Mais ce qui est important, c'est qu'il se relie à d'autres récits et ce qui va faire aussi après un vrai récit national et mhm, une vraie source. Et une vraie source de connaissances pour les lecteurs, pour les jeunes générations, et voire même un véritable patrimoine qui fait oui, partie du oui, patrimoine. mhm, Ça, c'est important. Pour moi, c'est important. Je me suis senti à ce moment-là, apte, capable de le faire. oui. C'était le moment. Eh ben, allez, je l'ai fait. En toute confiance aussi, en Ça toute fait partie, assurance, oui, comme on disait tout à l'heure, la mémoire, l'écriture, la et mémoire, l'écriture, mhm, la mhm, transmission, la c'est ça, divulgation, c'est oui. important. C'est Et important. Il y en a qui écrivent des fois pour ne rien dire. Moi, j'écris pour dire des choses. Bah ouais, hein. Non mais Oui, si, et puis bon, faut tu dire nous la as vérité. parlé de la marche Mais moi, de mais oui, l'égalité voilà. Mais moi, 1983. Mhm, mais, mhm. mais oui, je parle de tout Alors, ça. Et puis ça m'a mis 2 ans quand même. C'est pas du jour au lendemain que j'ai écrit. mhm, Ça m'a mis mhm. 2 ans. J'ai pris le temps. D'après Parce que je toi, suis pas un écrivain. Je suis mhm, pas un écrivain à la base. Donc j'ai pris le temps. oui, J'ai été aussi accompagné. Il y a eu des relectures. Non, non, non. Il oui, y a un vrai boulot. Il y a un oui. vrai boulot. Dis, dis-moi, d'après toi, est-ce qu'aujourd'hui le hip-hop garde la dimension politique, enfin la politique, parce qu'aujourd'hui des fois il y a un peu de politique quand même, hein, la politique du hip-hop aujourd'hui, est-ce qu'elle garde la dimension de l'influence qu'il a pu avoir au niveau de la marche de 1983? Alors, c'est intéressant ce que je dis, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast, c'était sur, écouter et regarder un podcast Oui, qui a été réalisé au Centre Pompidou à Beaubourg, c'est ça? d'accord. Et c'était 40 ans de la marche. C'était organisé par Rokhaya Diallo et Mhm, ils avaient invité pas mal des protagonistes de la marche, mais aussi des ethnologues, anthropologues, etc. Donc c'était des petites séquences de table ronde, c'était intéressant. oui, Et puis du coup, ils ont aussi invité des figures légendaires du hip-hop français et parisienne. C'est comme ça. C'est le fameux Sydney, hein, qui oui, était l'animateur donc Didier, l'animateur du HIP HOP, mhm, mhm, ainsi que du DJ Dynasty. oui, oui. Bon, Alors là c'est on va, oui, intéressant. mhm, mhm, Ouais, c'est intéressant parce qu'on leur posait la question sur le lien avec la marche. Bon, pour oui, eux, ils n'ont pas fait vraiment d'association entre l'avènement du hip-hop et de la marche. Pour ça, voilà. C'est-à-dire, je pense que pour eux, le hip-hop n'a pas été plus particulièrement une bande son qui a accompagné la marche. Pour eux, il y en a eu d'autres. C'est vrai, il y a eu le rock notamment aussi. oui, oui. Mais voilà. Pour certains, je crois que parce que par exemple un dynastie, c'est le hip-hop doit pas être politisé. Alors il s'agit pas d'être politisé, il s'agit que Mhm. l'individu l'artiste peut aussi avoir oui, il peut et pourquoi pas, il peut être politisé. Oui, bien sûr. Euh, et puis il peut avoir sa façon à lui aussi Mhm. de réagir, d'exprimer, de réagir. Et le hip-hop, oui, dans ses actes, il a été très politique. Il a été très politique. Alors pour préciser ta question, est-ce qu'aujourd'hui le hip-hop peut-il encore Oui, si avoir, bah, on va dire même la danse peut-elle encore être un espace de résistance pour toi? pour moi, ouais. D'accord. Elle peut être encore un espace de résistance. Elle Mhm. peut être un espace de résistance, absolument. J'en suis Mhm. convaincu. Elle Mhm. peut être encore un espace de résistance. Ben, on va dire Elle hein, peut... que le festival Le Mois Créole, organisé par Diffé Caco, sur l'initiative de Chantal Loyal, c'est un espace de résistance. Ouais,
Oui, alors moi je dirais, je sais pas. Là, j'avoue, je botterais peut-être un peu en touche, mais je suis pas sûr que ce soit pour moi, vraiment un acte de résistance. Non, c'est bon. Il y a aussi si j'ai compris, je sais pas. Alors peut-être de donner à voir. C'est sûr, de mettre la lumière un peu sur la production un peu artistique d'artistes qui peut être issus d'artistes ultramarins, ou en tout cas qui peuvent avoir aussi un lien avec la culture caribéenne, avec cette histoire autour de la danse, mais qui aussi met à des liens avec aussi des phénomènes de résistance culturelle notamment. Oui. Oui. Mais alors, c'est dans ce sens-là que je disais, hein, parce que oui, d'accord. Oui, voilà. Ouais. C'est dans ce sens-là que je disais ça, parce que ça met en lumière, on va dire qu'en prenant un prétexte de la langue créole, ça met en lumière des artistes qui ne sont pas forcément sur scène. Ce n'est pas ton cas à toi, mais justement le fait que tu participes aussi à ça impulse la jeunesse, on va dire. Ah bah oui, carrément. Alors, je reviendrai tout à l'heure par rapport quand tu disais est-ce que le hip-hop aujourd'hui est encore politisé ou pas. Je pense que c'est vraiment il y a rien de comment dire. Il y a des poches de résistance comme il y en a pas aussi. Il y en a qui vivent le hip-hop comme un seul fait physique et voilà. Et puis et d'autres le vivent aussi comme une forme de résistance, effectivement aussi, mais et avec beaucoup de conscience. Je crois que c'est pas du tout homogène. C'est pas du tout homogène. Et pour revenir, sur par rapport au festival Ifekako, oui, visibiliser ceux qui sont invisibilisés, donner la visibilité, à ceux qui sont invisibilisés, oui, tout à fait. Mais en même temps, je me dis, c'est pas normal. En 2025, c'est pas normal. Mais non, pourquoi devons imaginer des temps forts une fois dans l'année pour mettre en lumière en fait ce qui existe, ces productions artistiques. Pourquoi? Tu comprends? Pour moi, il y a quelque chose aussi qui est pas très clair. Je crois qu'il faudrait s'interroger là-dessus. Alors c'est bien que ça existe, mais il faut s'interroger. Pourquoi nous sommes à la 9e édition. Moi, je pense qu'au début, ça devrait être un tremplin et après, ça aurait pu exister. Je pense que au bout d'un moment, ces compagnies d'artistes d'outre-mer ou de l'Hexagone, ils devraient pas avoir, à attendre, à ce que on braque les projecteurs sur eux une fois dans l'année. Oui, c'est ça. Il faudrait que ce soit continu. Pardon? Il faudrait que ce soit continu. Pas qu'une fois dans l'année. C'est pas parti, oui, on parle de diversité des programmations artistiques. Moi, je suis à Tarare, je vois pas beaucoup, hein. Il y a un théâtre municipal ici, la diversité, je la vois pas. D'ailleurs, même moi, je n'ai pas le droit de citer dans ce théâtre, qui peut être vecteur aussi de diversité artistique. Ben oui, et pas seulement, tu vois. J'allais te poser la question, j'allais te dire, mais est-ce que tu vas souvent sur la scène à Lyon? Non. Ah non. Depuis, on m'avait. Alors tu sais, affirmer une certaine souveraineté un peu de création, de liberté, j'ai envie de dire plutôt de création artistique, il y a des portes qui se ferment. Oui, alors donc tu te produis pas mal ailleurs et beaucoup, très peu. Non, très peu, Mika, très peu. Ouais. Ah non, très peu. Non, aujourd'hui, je me produis très peu à l'extérieur. Ouais. Alors. Enfin, aujourd'hui, mais tu t'es produit à l'extérieur. Depuis quelques années, quand même, Mika. Ouais. Non, depuis quelques années, je suis peu visible sur les scènes. Ah oui, c'est vrai que depuis 2019, tu portes l'événement Reconnexion. Ça te prend beaucoup de temps, ça? Oui, ça, ce sont des événements que nous prenons seuls en charge. Oui. Nous louons un théâtre, on le loue, le théâtre municipal. C'est un théâtre municipal qu'on loue, c'est quand même extraordinaire. On le loue pour créer notre événement. En fait, pour exister, tout simplement, Mika. Ça. Pour affirmer notre droit de cité encore. Donc, oui, c'est dingue. Moi, aujourd'hui, j'en suis à nouveau, j'en suis arrivé là, à nouveau, c'est-à-dire à nouveau forcer les portes des théâtres qu'on a ouvert il y a plus de 40 ans. C'est étonnant. C'est étonnant.
Alors c'est pas faute parce que je rivalise pas par rapport à d'autres créations, non, c'est parce que effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y a eu des choix délibérés sur selon quel chorégraphe qu'on va faire circuler dans le sérail. Alors c'est vrai que tu as ta compagnie de danse, et c'est avec ta compagnie de danse que vous faites Reconnexion. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est avec ma compagnie de danse et mon équipe qu'on crée l'événement Reconnexion. L'idée de Reconnexion. Quand faites Reconnexion? Alors, on ne fait pas systématiquement toutes les années. Hein. Des fois, on peut le faire tous les 2 ans. Voilà, c'est pas. Mais oui, parce que c'est une question de moyens. Toujours, il faut avoir les moyens. Pourquoi? Donc, nous, si on le fait, c'est avec de vrais moyens. Parce que si je dois inviter aussi des artistes, les artistes, faut que je les paye en conséquence, c'est-à-dire de façon décente. Hein, oui, parce que oui. Et puis alors, tu as, on va dire dans tous les jours, tu fais des ateliers à Tarare. Alors tu montes pas forcément sur scène tout le temps, mais par contre, tu vis de ton art. Hein. Non, je vis pas de mon art. Je vis pas de mon art, Mika, pour te dire la vérité. Non, je vis plus de mon art. Moi, je pose des vraies questions, hein. Je vis plus vraiment de mon art. Je vis effectivement de projets, liés aussi à la scène, mais qui sont aussi rattachés aussi à un travail de formation aussi. Ça s'intéresse. C'est pas inintéressant non plus, hein. Travail de formation qui, et qui a objectif, effectivement, après, et qui a objectif l'objectif étant de composer, de travailler sur la composition chorégraphique. C'est la formation, c'est celle aussi de donner des outils de création à des danseurs et danseuses amateurs. Et voilà, et effectivement, après... j'ai donc il y a quand même une relation avec l'art que tu te crées. Oui. Alors, d'une certaine façon, je vis de mon art, mais ça pourrait être mieux. C'est tout en ce moment, ça, on le sait. Moi, je vais te dire, il y en a qui vivent bien de leur art aujourd'hui, et qui se plaignent encore. Bon, moi, je vis pas vraiment beaucoup de mon art, mais je me plains pas. C'est comme ça. Il faut, je sais que c'est la lutte, quoi. Oui, puis c'est ce que j'ai choisi. C'est ce que j'ai choisi, et je savais que ça allait pas être non plus acquis comme ça. Et puis surtout, quand, on a des convictions, quand, on a une posture aussi, où cette posture, c'est aussi une responsabilité, c'est un combat. Voilà. Oui, alors, dans ta proposition de formation, ce que tu proposes dans tes formations, donc c'est hip-hop, old school, mais il y a de l'afro-dance, il y a de la barre au sol, il y a du théâtre, c'est énormément diversifié malgré tout. Oui, ça c'est les cours que je donne, effectivement, oui. Alors, voilà, au niveau du hip-hop, je donne beaucoup de cours. Les cours sont adressés effectivement à des enfants, à des adolescents. On est vraiment dans l'initiation sur les fondamentaux de la danse hip-hop. Et puis l'afro-funk, moi je dis afro-funk parce que c'est toujours une façon aussi de pouvoir de prononcer une identité aussi, parce que c'est une identité qui est afro-descendante au niveau du public pour pas qu'il ait le sentiment, ok, très bien, c'est une danse festive, mais elle s'enracine dans une histoire aussi, c'est d'une population qui s'est constituée en communauté, qu'on appelle africaine-américaine aussi, qui n'a pas empêché le partage, d'embrasser les autres communautés, mais quand même, ça c'est important parce que ça redonne du sens aussi à l'enseignement. C'est-à-dire qu'on vient pas chez moi apprendre la danse, on ne va pas danser idiot, quoi. Voilà. Oui, en fait, tu les amènes sur le chemin de s'ouvrir à une autre forme de langage. Une autre sensibilité de la danse aussi. Voilà, qu'ils aient une autre perception de la danse. Et qu'ils se disent, qu'ils associent aussi un contexte social, politique. Que la danse n'est pas dépourvue de contenu social et politique. C'est important qu'elle a aussi, que la danse c'est aussi la musique, et cette musique était la bande-son de certains combats. Et qui peuvent résonner aujourd'hui ici en France. Oui, c'est ça. Alors, après plus de 40 ans de création, qu'est-ce qui te donne encore envie de danser, de créer, de transmettre? Qu'est-ce qui te... Où tu vas puiser ta niaque? Bon, déjà, quand on se rapproche de moi, comme toi, ça fait du bien. Ça permet aussi, ça nous donne aussi une force, faut pas croire. Ça donne une force, parce que, ça donne une force. Ça donne une force. Et d'où j'ai puisé ma niaque? Je crois qu'on la puise aussi dans des valeurs qu'on n'a pas mis sous le tapis, qu'on n'a pas enterrées. Tu sais, que je sais plus qui disait ça, mais l'espoir, c'est une discipline. Est-ce que c'est cet espoir qui t'inspire encore très fort aujourd'hui?
Oui, en sachant que maintenant tout à fait, en sachant que maintenant j'aime bien transmettre quand même, Mika. Je danse moins. J'ai bien ressenti ça quand même, hein. Je danse moins. Tu as bien compris que je suis vraiment dans cette posture-là de la transmission parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre. Et ça me fait plaisir et ça j'aime beaucoup. Et c'est ce qui permet. Et on se sent évoluer comme ça d'une certaine façon. C'est une autre façon de s'investir dans la création. Oui. Dis-moi, on arrive à la fin de notre rencontre. Oui. On va rappeler que c'est vendredi, donc vendredi 24, et que tu seras sur la scène. C'est le Théâtre du Noir dans le 13e arrondissement, voilà. Et c'est à 21h. Oui. Et c'est à 21h. Alors, on sera deux à partager le plateau. Hein. Je crois qu'il y a une autre compagnie. D'accord. Des paraboleurs aussi. C'est un plateau partagé, hein, en fait. Voilà, on commence à 21h. Ok. Voilà. D'accord. Alors, ma dernière petite question, c'est si tu devais résumer ton rapport à la danse en un seul mot. Hop rock. Hop rock, c'est le titre de mon livre d'ailleurs. Hop rock. Parce que hop rock, ça veut dire, en fait, hop rock dans le hip-hop, dans la danse du hip-hop, c'est une simulation de combat. Et mon parcours de danse, c'est un parcours de combat. Hein. C'est du combat. C'est de la lutte. On l'aura bien compris, c'est de la lutte, mais tout ça porté par la passion aussi quand même, hein, bien entendu, par la beauté. Par la beauté, ça c'est très important. Et pour juste rectifier une chose, alors moi je me considère pas comme un danseur hip-hop aujourd'hui. Non, ça c'est important. Il y en a qui se considèrent comme des danseurs hip-hop parce qu'ils sont vraiment dans une esthétique qui est strictement hip-hop à travers ses codes, etc. Alors que moi, non. Je reste maintenant, je me considère beaucoup plus comme un artiste hip-hop et chorégraphe. D'accord. À part entière. On pourrait dire contemporain dans le sens où ma démarche est singulière, c'est une approche singulière. Mais je dis artiste, je fais la nuance parce que je me nourris de cette culture, que ça soit à travers sa danse, et que ça soit à travers ces différentes autres pratiques, que ça soit le graphe, que ça soit le rap, que ce soit la musique, mais aussi sa littérature. Et sa littérature qui m'a ouvert au monde, mais notamment ce monde auquel on m'empêchait aussi quelque part, qui n'était pas, qu'on m'empêchait d'être une référence, c'est aussi ce monde aussi des cultures afrodescendantes, celles des Amériques, de la Caraïbe et de l'Afrique. Et qui est en relation elle-même au monde. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et c'est ce qui a un peu gêné un peu souvent dans le milieu. Merci Fred pour ce partage, pour ton regard et pour cette énergie toujours aussi vive, celle qui relie la rue, la scène et les générations. Merci aussi à vous qui écoutez Écho de l'actu. Continuez à danser, à transmettre, c'est très important, à faire circuler le mouvement. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle voix, un nouvel Écho de l'actu. À bientôt. Suivez-nous avec le hashtag Écho de l'actu. Hashtag EKODELAKTU Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à écouter notre générique, l'extrait du titre Agnès Doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Au plus belle qui toute ça qui belle.
ça qui baise, ça qui baise, ça qui baise.